Les contrats tournent, l'or devient un instrument d'État. Au Burkina Faso, des audits et une nationalisation partielle accompagnent 10 milliards de dollars de recettes sans chute immédiate de production. Que doit-on surveiller si Ibrahim Traoré tient la cadence? Le scepticisme parle de désinvestissement. Les défenseurs répondent par la stabilité, puis l'annonce de 70 tonnes, plus en 20%, et par une réaffectation vers santé, éducation, infrastructure. Le Sahel observe déjà, prêt à imiter et à tester ce précédent, mais si l'or devient une arme géopolitique, qui contrôle la gâchette? Et combien de temps l'équilibre ambition-stabilité peut-il tenir? Cette analyse promet une chose simple: aider à distinguer un signal conjoncturel d'un changement structurel durable. En Dix, à 12 minutes de lecture, vous saurez quoi observer, quels chiffres compter et où se logent les risques réels derrière les annonces. L'enjeu dépasse un récit minier. Sous Ibrahim Traoré, la réforme interroge la capacité d'un État à reprendre la valeur de ses ressources sans rompre les équilibres dont ils dépendent encore. D'un côté, des audits, des arriérés fiscaux récupérés et un chiffre record de recettes servent de preuve de méthode. De l'autre, des critiques évoquent l'incertitude juridique, la fuite potentielle des capitaux et la fragilité d'une économie concentrée sur un seul secteur. Ce face-à-face n'est pas idéologique, il est opérationnel. Si les chiffres tiennent, la souveraineté devient mesurable. S'ils ne tiennent pas, le coût de la transition peut dépasser les gains affichés. La question n'est donc pas de savoir si la réforme est audacieuse, mais si elle est soutenable. C'est cette ligne de crête entre ambition et stabilité que le cas burkinabé, porté par Ibrahim Traoré, permet d'examiner pas à pas. Le signal n'est pas venu d'un choc spectaculaire, mais d'un écart chiffré: 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or sur une année annoncée sans effondrement immédiat de la production. Ce contraste a surpris car il contredisait les prévisions les plus pessimistes formulées au moment des premières décisions. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. Pendant des décennies, l'or burkinabé suivait une trajectoire presque automatique. Des concessions accordées majoritairement à des entreprises étrangères, une extraction orientée vers l'exportation et des retombées locales limitées. La valeur quittait le territoire plus vite qu'elle n'y était transformée, installant une dépendance structurelle aux financements extérieurs. Dans ce cadre, la souveraineté économique restait un principe affiché, rarement une ligne comptable vérifiable. Sous Ibrahim Traoré, la rupture n'a pas pris la forme d'un affrontement frontal. Elle s'est opérée par une série de décisions administratives et comptables, souvent peu visibles mais cumulatives. La nationalisation partielle des mines n'a pas fermé la porte aux acteurs extérieurs. Elle a redéfini les termes du contrat. Les audits systématiques des concessions ont servi de levier principal en mettant en lumière des volumes sous-déclarés et des coûts d'exploitation gonflés. Cette étape a ouvert la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme la correction d'années de pertes. Ce déplacement du centre de gravité est essentiel. L'or cesse d'être seulement un produit d'exportation pour devenir un instrument de négociation. Dans le discours officiel, il s'agit moins d'extraire davantage que de compter différemment. Cette logique est parfois décrite comme une arithmétique souveraine. Établir d'abord les ressources réelles, puis discuter des partenariats sur cette base. Le contexte régional du Sahel accentue la portée de ce choix. Instabilité politique, pression sécuritaire et dépendance héritée rendent l'opération risquée. Mais c'est précisément ce risque qui transforme un chiffre isolé en question stratégique. Sous Ibrahim Traoré, le débat ne porte plus seulement sur le montant annoncé, mais sur sa signification. Simple pic conjoncturel ou premier indicateur d'un rapport de force durablement modifié.
Le premier personnage repère de cette séquence n'est pas un dirigeant charismatique ni une entreprise minière, mais l'administration elle-même. Longtemps perçue comme faible face aux multinationales, elle devient, sous Ibrahim Traoré, un acteur central de la réforme. Des équipes locales sont chargées de passer au crible concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais décisif. Vérifier, comparer, corriger. Le résultat immédiat n'est pas une explosion de la production, mais un changement de posture. L'État cesse d'apparaître comme un simple guichet et se présente comme un arbitre actif. Un second cas permet de saisir l'impact précoce sur le terrain. Dans plusieurs zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont mis en avant comme relais de croissance locale. Ils ne rivalisent pas avec les grandes exploitations industrielles, mais ils jouent un rôle politique précis. Emplois créés, recettes fiscales mieux identifiées, promesse d'un lien plus direct entre extraction et services publics. Ces initiatives servent de vitrine, montrant que la réforme ne se limite pas à des tableaux financiers. Le fil conducteur reste la méthode. Plutôt qu'un choc frontal avec les acteurs étrangers, la stratégie privilégie des leviers administratifs et comptables censés produire des effets rapides sans rupture brutale. Cette approche explique pourquoi les premiers mois livrent surtout des signaux, plus que des transformations structurelles complètes. L'impact précoce demeure donc ambigu. D'un côté, des audits et des chiffres qui renforcent la crédibilité de l'État. De l'autre, une dépendance persistante à un secteur unique et des résultats encore fragiles. La question clé tient en peu de mots. Signal politique ou fondation durable. Avant la rupture, la séquence était connue. L'or sortait, les contrats tenaient, les retombées locales semblaient lointaines, le secteur minier fonctionnait selon des mécanismes établis depuis des décennies, où la priorité était la continuité des exportations plutôt que la maximisation de la valeur captée par l'État. Dans ce cadre, la souveraineté économique restait un objectif abstrait, rarement traduit en instruments concrets de contrôle. Les concessions accordées aux entreprises étrangères structuraient l'ensemble du dispositif et la capacité publique à vérifier les chiffres déclarés demeurait limitée. Puis vient le déclencheur. Sous Ibrahim Traoré, une décision politique assume un changement de méthode. La nationalisation partielle des principales mines d'or n'est pas présentée comme une fermeture mais comme une reprise ciblée du contrôle. Le discours officiel insiste sur un point. Il ne s'agit pas d'exclure, mais de renégocier. Cette inflexion marque un tournant stratégique. L'or doit cesser d'être uniquement un métal exporté pour devenir un levier de souveraineté. Le signal envoyé est clair, même s'il reste volontairement mesuré pour éviter un choc immédiat. L'accélération intervient ensuite par des actes administratifs. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés. Ils ne servent pas seulement à dresser un état des lieux, mais à déplacer le rapport de force. Volume ne sous-déclarés, coûts d'exploitation gonflés, impôts non acquittés apparaissent comme des anomalies structurelles longtemps tolérées. La dynamique ne se limite pas au constat. Elle se traduit par la récupération de milliards de dollars d'arriérés fiscaux, présentés comme une correction d'années de pertes accumulées. Dans cette séquence, la comptabilité devient un outil politique. Le point culminant arrive sous forme de chiffres. Les exportations d'or sont annoncées à 18 milliards de dollars sur l'année. Ce montant est utilisé comme preuve que le changement de méthode produit des effets tangibles. Il sert aussi de message adressé au marché, car, au même moment, les inquiétudes se multiplient. Des analystes évoquent un possible désinvestissement, une fuite des capitaux, une fragilisation de l'attractivité du pays. La réforme est perçue comme risquée, voire déstabilisante. La phase de réplique s'ouvre alors. Le gouvernement met en avant un argument central.
La production ne s'effondre pas. Elle reste stable, puis est annoncée en hausse l'année suivante. Cette stabilité est présentée comme une victoire en soi, compte tenu du contexte sécuritaire et politique. Sous Ibrahim Traoré, le récit insiste sur la continuité de l'activité pour contrer l'idée d'un choc économique immédiat. L'objectif est de montrer que la reprise de contrôle n'est pas incompatible avec la productivité. Dans le même temps, la réforme cherche à s'inscrire dans la durée. Les autorités évoquent une réaffectation des revenus vers des projets d'infrastructure, notamment dans la santé et l'éducation. Dans certaines zones rurales, des projets mini-EPERS de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont mis en avant comme créateurs d'emplois. Ces éléments ne constituent pas encore une transformation structurelle, mais ils servent de point d'ancrage pour légitimer la trajectoire engagée. Au terme de cette séquence, une ligne se dessine. Le basculement ne repose pas sur un événement unique, mais sur une succession d'étapes calculées. La question reste ouverte. Cette chaîne d'action peut-elle résister aux pressions extérieures et au temps, ou marque-t-elle seulement une parenthèse favorable? La base est claire, puis le delta est revendiqué. Avant la réforme, les recettes minières étaient jugées limitées et difficiles à tracer. Après, 18 milliards de dollars issus de l'or sont annoncés sur une année, présentés comme un saut inédit. Cette différence sert de point d'ancrage chiffré pour défendre l'idée que la méthode a changé plus que le contexte. Selon les autorités, ce montant ne provient pas d'un simple effet prix, mais d'une révision contractuelle, d'audits fiscaux et d'une meilleure traçabilité. Autrement dit, compter différemment produirait des résultats différents. Pour commencer, regardons les recettes d'exportation. Les recettes d'exportation. Le chiffre de 18 milliards de dollars est utilisé comme preuve que la captation de valeur par l'État s'est accrue. Il est interprété comme le signal que la reprise partielle du contrôle n'a pas tari les flux financiers. L'explication avancée tient en peu de mots. Des volumes auparavant sous-déclarés et des arriérés fiscaux non recouvrés ont été intégrés dans les comptes. Ce point est central car il transforme un chiffre spectaculaire en argument de méthode plutôt qu'en exception conjoncturelle. Ensuite, intéressons-nous à la production physique. La production physique. La base correspond à une extraction annoncée stable immédiatement après la nationalisation partielle, alors que beaucoup redoutaient une baisse. Le delta apparaît l'année suivante avec une production revendiquée de 70 tonnes, soit plus 20%. Cette progression est présentée comme un contre-argument direct aux critiques d'effondrement de l'activité. L'explication officielle insiste sur une supervision renforcée et sur la réduction des volumes sous-déclarés, plutôt que sur une intensification brutale de l'extraction. La stabilité initiale, dans ce contexte, est déjà présentée comme un succès. Enfin, observons l'allocation interne des ressources. L'allocation interne des ressources. La base est une dépendance marquée à l'aide extérieure pour financer les infrastructures. Le delta mis en avant est une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales, évoquée par la Banque centrale. Ce pourcentage est interprété comme le signe d'une redirection des revenus internes vers des projets nationaux, notamment dans la santé et l'éducation. L'argument est simple, si l'or reste dans le circuit budgétaire, il peut devenir un levier de développement plutôt qu'un flux sortant. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire cohérente. Elles ne prouvent pas une transformation définitive, mais elles structurent un récit de souveraineté mesurable. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres sont mobilisés comme instruments politiques autant que comme données économiques. Ils servent à répondre aux critiques sans nier les risques. Les sceptiques rappellent que ces données sont récentes et que leur consolidation demandera du temps. Les défenseurs répondent que la stabilité immédiate suivie d'un delta positif constitue déjà un signal fort.
La question reste donc ouverte et précise. Ces indicateurs résisteront-ils à l'épreuve du temps et des pressions extérieures, ou ne sont-ils que les marqueurs d'une phase transitoire? Les critiques du modèle avancent deux arguments principaux, souvent présentés comme décisifs. Le premier concerne l'investissement étranger. Selon cette thèse, la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats créent une incertitude juridique durable. Dans un secteur à forte intensité capitalistique, cette incertitude serait suffisante pour détourner les multinationales, réduire les flux d'investissement directs et fragiliser à terme l'économie nationale. Le risque pointé est ça simple. Moins de capitaux, moins de technologie et une capacité réduite à maintenir la production sur le long terme. Le second argument porte sur les capacités internes de l'État. Les opposantes estiment que l'administration burkinabé ne dispose pas encore de l'expertise technique et financière nécessaire pour gérer efficacement un secteur minier complexe. Ils évoquent des risques de mauvaise allocation des ressources, de corruption ou de politisation de la gestion. Dans ce cadre, la reprise de contrôle serait moins un levier de souveraineté qu'un facteur potentiel de désorganisation, surtout dans un contexte sécuritaire déjà instable. Cette critique ne nie pas la légitimité politique de la réforme, mais en souligne les fragilités opérationnelles. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux. La réponse avancée par les autorités ne consiste pas à les balayer, mais à les intégrer comme des coûts de transition. D'abord, sur l'investissement étranger, l'argument est retourné. La baisse relative des flux n'a pas empêché l'État de dégager des recettes records grâce à la récupération d'arriérés fiscaux et à une meilleure captation de la valeur produite. La dépendance à l'investissement extérieur est présentée comme structurellement coûteuse et sa réduction partielle comme un ajustement assumé. Ensuite, sur la question des capacités, les audits servent de contre-preuve. Ils ont permis d'identifier des sous-déclarations et des pratiques frauduleuses anciennes, montrant que l'administration était capable de diagnostiquer et de corriger. Les défenseurs du modèle soutiennent que la compétence se construit par l'exercice du contrôle, non par sa délégation permanente. Dans cette logique, la nationalisation partielle agit comme un apprentissage institutionnel. Sous Ibrahim Traoré, le débat ne se réduit donc pas à une opposition entre efficacité et souveraineté. Il oppose deux conceptions du risque économique, celle qui privilégie la continuité au prix de la dépendance et celle qui accepte l'incertitude comme coût d'une reprise de contrôle progressive. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur des chiffres, des contrats et des audits. À mi-parcours, un autre élément change la lecture. La réforme cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal régional. Ce basculement n'est ni spectaculaire ni immédiat, mais il est stratégique. Il repose sur l'idée que la souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être observée, puis reproduite au-delà d'un seul pays. Sous Ibrahim Traoré, cette inflexion apparaît lorsque les résultats annoncés ne sont plus défendus comme des exceptions liées au contexte burkinabé, mais comme une méthode transférable. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilisation de la production sont présentés comme un ensemble cohérent et non comme une succession de décisions isolées. Le message implicite est clair. Ce qui a fonctionné ici pourrait fonctionner ailleurs, dans des économies minières comparables. Ce changement d'échelle modifie aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement les chiffres du Burkina Faso, mais la possibilité d'un précédent. Dans le Sahel, où plusieurs États partagent des structures économiques proches, le modèle est observé comme une option politique, pas seulement comme une expérience locale. Le Mali et le Niger sont régulièrement cités comme terrains d'écho potentiels. À ce stade, l'or n'est plus seulement un levier budgétaire. Il devient un vecteur de recomposition géopolitique, avec des implications qui dépassent largement les mines elles-mêmes.
Les effets de la réforme se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que sa portée réelle peut être évaluée. Pour l'État, l'impact est d'abord budgétaire et symbolique. Les 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or sont présentés comme un tournant dans la capacité de financement public. Ils permettent de réduire certaines contraintes fiscales, de renforcer la crédibilité des administrations et de justifier une réorientation des priorités nationales. L'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Sous Ibrahim Traoré, cette posture renforce l'autorité interne, mais elle accroît aussi l'exposition aux attentes de résultats durables. Pour les entreprises, les conséquences sont contrastées. Les multinationales minières opèrent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles du jeu. Certaines perçoivent cette évolution comme une source d'incertitude juridique, d'autres comme une clarification tardive. En parallèle, des acteurs économiques locaux gagnent en visibilité. Des entreprises burkinabées et régionales, longtemps marginalisées, sont mises en avant comme partenaires potentiels. Cette recomposition ne signifie pas une disparition du capital étranger, mais un rééquilibrage progressif où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues, de transparence et de conformité fiscale. Pour les citoyens, les effets sont moins immédiats, mais plus sensibles sur le long terme. Les autorités lignent explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont associés à la création d'emplois et à une dynamisation économique locale. Ces bénéfices restent toutefois inégaux et largement dépendants de la capacité administrative à transformer les flux financiers en amélioration visible du quotidien. Pour la région, enfin, l'impact dépasse le cadre strictement économique. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs de gestion des ressources. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des secteurs stratégiques. Cette dynamique nourrit à la fois une logique d'émulation et de tension. Si plusieurs pays adoptent des stratégies similaires, les relations avec les anciens partenaires économiques et certaines institutions internationales pourraient être redéfinies à l'échelle régionale. Sous Ibrahim Traoré, ces conséquences sont intégrées dans un récit cohérent. L'or n'est plus seulement une source de revenus, mais un vecteur de recomposition sociale, économique et politique. La question centrale demeure pourtant inchangée. Ces effets, aujourd'hui mesurables et localisés, peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres internes ou régionaux? Trois trajectoires plausibles se dessinent à l'horizon des 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur des conditions distinctes plutôt que sur des certitudes. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Si les réformes engagées se poursuivent sans accélération ni recul majeur, les recettes issues de l'or resteraient élevées sans nouvelle flambée. La production se maintiendrait autour des niveaux annoncés et les mécanismes d'audit deviendraient une routine administrative. Les relations avec les investisseurs étrangers demeureraient prudentes, parfois tendues mais fonctionnelles. Dans ce cadre, la réforme s'ancrerait comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. La souveraineté économique progresserait par petits pas, sans transformer profondément la structure de dépendance du pays. Dans un scénario optimiste, la dynamique se consolide et s'étend. Si les chiffres gagnent en crédibilité au fil des mois, et si la production continue de progresser, le modèle pourrait entrer dans une phase d'expansion maîtrisée. Les revenus miniers renforceraient davantage le financement d'infrastructures,
stimulant des investissements locaux et régionaux. Dans cette hypothèse, la souveraineté deviendrait un argument d'attractivité plutôt qu'un facteur de méfiance. Les partenariats se diversifieraient avec un poids croissant des acteurs régionaux. Si des pays voisins adoptent des démarches similaires, une dynamique collective pourrait émerger au Sahel, augmentant le pouvoir de négociation face aux partenaires extérieurs. Cette trajectoire suppose une condition clé: la capacité à transformer rapidement les recettes en résultats visibles et durables. Dans un scénario pessimiste, les tensions prennent le dessus. Si les pressions géopolitiques s'intensifient ou si des sanctions économiques apparaissent, le pays pourrait faire face à un isolement progressif. La baisse des investissements et les contraintes logistiques pèseraient alors sur la production et sur les finances publiques. Les recettes exceptionnelles deviendraient difficiles à maintenir et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Dans ce contexte, la tentation d'un ajustement rapide, voire d'un retour partiel à des pratiques antérieures, pourrait émerger. Sous Ibrahim Traoré, ces scénarios servent moins à prédire qu'à cadrer le choix stratégique. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions. Si les leviers internes sont consolidés et si les alliances régionales se renforcent, la trajectoire peut rester ascendante. Sinon, le coût de la souveraineté pourrait dépasser les gains attendus. À ce stade, la réforme cesse d'être une abstraction et commence à toucher des cercles précis de la société, chacun avec des attentes différentes et des marges de manœuvre inégales. Pour une première catégorie de citoyens, notamment les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière, l'enjeu central est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'acteurs locaux sont présentés comme des opportunités nouvelles. S'ils se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de place aux économies locales. Mais ces effets restent fragiles, dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. Pour un second groupe composé d'entrepreneurs, de cadres du secteur public et d'acteurs économiques intermédiaires, la réforme est avant tout une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient les habitudes. Certains y voient une contrainte supplémentaire, d'autres une chance de travailler dans un environnement plus lisible. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient un facteur clé. Si les règles sont appliquées de manière cohérente et prévisible, alors la confiance peut progressivement remplacer la méfiance. Pour un troisième groupe plus large, celui des citoyens urbains et des jeunes, l'impact est surtout symbolique. La récupération des ressources et le discours sur la souveraineté nourrissent une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de s'éroder. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité, mais non nul. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales sont présentés comme des leviers modestes, mais cumulables. La réforme n'impose pas une adhésion totale. Elle invite à une vigilance active, attentive aux résultats plutôt qu'aux promesses. Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs mesurables. Sous Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas d'annoncer davantage, mais de stabiliser ce qui a déjà été engagé. La première étape consiste à consolider le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et systématiques avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'enjeu est d'éviter le retour des sous-déclarations et d'installer une routine de transparence. Le critère de réussite est simple: des écarts fiscaux détectés plus tôt et corrigés plus rapidement,
sans dépendre d'interventions exceptionnelles. La deuxième étape vise à sécuriser l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette phase suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs, accompagnés de rapports périodiques accessibles. La question centrale n'est pas seulement combien est collecté, mais comment et quand cet argent est dépensé. L'indicateur clé devient la traçabilité entre recettes minières et projets financés. La troisième étape porte sur le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières. Le plan prévoit donc la formation d'agents publics et la stabilisation des équipes administratives. Le succès se mesure dans la continuité, moins de ruptures institutionnelles et une montée progressive en expertise locale. Vient ensuite l'élargissement des partenariats. Sans renoncer au contrôle, l'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs régionaux et locaux. Le critère d'évaluation n'est pas le volume brut des investissements, mais la diversité et la qualité des partenariats conclus. Enfin, la réforme doit être inscrite dans le temps politique. Pour Ibrahim Traoré, la durabilité dépend de la capacité à transformer une décision de rupture en norme administrative. Si les règles survivent aux pressions conjoncturelles, alors la souveraineté économique cesse d'être un slogan pour devenir une pratique. La boucle se referme sur les mêmes lieux que ceux évoqués plus tôt. Des sites miniers longtemps perçus comme lointains, presque abstraits, et désormais chargés d'une valeur symbolique nouvelle. Ce sont ces concessions auditées, ces chiffres recomptés, ces emplois locaux mis en avant qui rappellent la promesse initiale. Le motif revient avec insistance. Transforme une ressource invisible en fondation politique tangible. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire finale. Elle est décrite comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'export. Il est intégré dans un récit de dignité nationale et de capacité d'action. Cette narration explique pourquoi les chiffres, même impressionnants, ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent s'ancrer dans des pratiques répétées, compréhensibles et observables pour conserver leur légitimité. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur son destin économique. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. Rien n'est présenté comme irréversible. La responsabilité collective est implicitement posée. Maintenir le cap sans confondre vitesse et précipitation. La phrase qui s'impose est courte sans emphase. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à l'observation attentive. Le cas burkinabé ne demande pas de choisir un camp, ni d'adhérer à un récit clé en main. Il propose un terrain d'analyse concret où des chiffres, des décisions administratives et des effets sociaux peuvent être suivis dans le temps. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement de savoir si l'or rapporte davantage, mais s'il peut durablement servir l'intérêt général sans rompre les équilibres encore fragiles. Le débat dépasse largement le secteur minier. Il touche à la manière dont des sociétés jugent la légitimité de leurs choix économiques et à la patience qu'elles accordent aux transformations structurelles. Pour les pays riches sans ressources, l'expérience burkinabé agit comme un miroir. Elle éclaire des dilemmes partagés. Jusqu'où reprendre le contrôle, à quel rythme et à quel prix politique ou économique. Si ce sujet vous interpelle, l'essentiel est peut-être de rester attentif aux signaux concrets plutôt qu'aux slogans. Transparence réelle, usage des recettes, effet sur le quotidien. Ce sont ces indicateurs qui diront si la promesse tient. Selon vous, ce type de modèle peut-il s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence?